Nouvelle semaine et première convocation du tribunal de l'actualité, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci à vous de rester fidèles au programme des médias leaders Truth TV et Watt FM. Vous le savez, nous sommes également accessibles sur Facebook, également sur notre plateforme YouTube. Je suis Adams Khaled Ouedraogo, président de ce tribunal. Avec moi sur ce plateau, les juges au siège, Bernard Bougouma Geoffroy Vaha, bonjour et bienvenue. Bonjour président, bonjour juge Vaha, bonjour madame, monsieur. Bonjour juge Bougouma, bonjour président, bonjour auditeurs et téléspectateurs. Lutte contre le terrorisme et mobilisation des organisations de la société civile. Au lendemain de l'attaque de Solan, des voix se sont élevées pour exiger un changement au niveau de la chaîne de commandement et de la hiérarchie militaire au niveau de l'armée. Parmi ceux qui portent cette revendication, nous avons le mouvement On n'en peut plus, nouveau-né de la famille des organisations de la société civile au Burkina Faso. Son coordinateur est notre convoqué ce matin, Mohamadi Ouedraogo. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Président. Alors, vous êtes bien connu sous le sobriquet de Madi de Gounguin ou Madi de Edi. Avec vous, nous allons parler de votre activisme, mais également les ambitions que vous portez avec ce mouvement. On n'en peut plus, mais ça sera après cette première virgule, les avant-propos. Première convocation de la semaine, juge Bougouma, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Non, mon avant-propos, vous savez, c'est le lundi, mais je suis tombé, d'ailleurs ce matin, c'est l'une des premières informations que j'ai vues sur Facebook qui m'ont fait plaisir, et en même temps je voudrais en faire un avant-propos, comme je partage l'optimisme et les encouragements les lundis. C'est une publication de Vincent Toby Irié qui n'est plus à présenter pour ceux qui sont sur Facebook. C'est l'ancien directeur de cabinet du premier ministre ivoirien Ahmed Bakayoko qui n'est plus, qui a aussi été préfet d'Abidjan, entre autres fonctions, je cite les 2 dernières fonctions qu'il a occupées. Donc il a commencé par Facebook là, c'est pour le moment aussi. Et donc il fait le constat qu'au marché d'Atekoubé où il est parti, les téléphones portables des femmes qui vendent sur les étals sont de gamme. Donc il a cité les marques et en même temps il dit 70% ont des téléphones Android. Il dit soit c'est vous qui gâtez trop vos mamans, soit ce sont elles qui gaspillent de grosses sommes d'argent dans des téléphones portables dont elles ne se serviront que pour causer. Effectivement, nos mamans, demain c'est le fourreau de la fille de Intel, demain matin c'est le baptême, et puis bon, en réalité c'est beaucoup plus pour le social. Et lui, il a trouvé que en même temps, il dit, au lieu d'utiliser cela pour insulter ceux qu'on n'aime pas, pour dénigrer les autorités, c'est d'apprendre aussi à nos mamans pour faire le business avec. Donc ici, l'objectif, ils sont allés aider les dames à installer Facebook pour celles qui n'en ont pas, et puis montrer comment est-ce qu'elles peuvent vendre via Facebook leurs produits, parce que c'est des produits vivriers, donc qui viennent des champs, des plantations, ce sont des bananes, c'est du manioc transformé en attiqué, des produits crus transformés. Donc ce sont ces produits-là. Donc c'était dire, il y a un nouvel arrivage de telle variété ou de tel. Et donc, et il dit, après bilan, beaucoup de dames ont vu leur chiffre d'affaires grimper à partir seulement de Facebook. Et l'astuce aussi, c'est que madame, vous pouvez aussi livrer moyennant, effectivement, comme certains déjà le font à Ouagadougou. Alors, lui, l'objectif cible, ce sont les mamans qui sont effectivement au marché, qui vendent, mais qui ne savaient pas qu'effectivement, on pouvait faire également du business avec. Donc, j'ai dit, c'est de l'espoir pour cette Afrique où des gens ont atteint un certain niveau de responsabilité dans la société, parce que Vincent, avant de venir à Abidjan, était en poste à l'international. Il vient, il travaille aux côtés d'Ahmed Bakayoko comme directeur de cabinet, ensuite préfet d'Abidjan démissionne, et puis la suite on la connaît. Donc il utilise également les réseaux sociaux pour sensibiliser, informer et tout, et là c'est du concret. Donc c'est aussi que l'espoir est possible, que des Africains qui, au lieu de rivaliser, bon peut-être qu'à ce niveau-là il était en train de négocier des postes ministériels ou chercher à repartir à l'international, utilise également ses connaissances sur les réseaux sociaux pour aider des gens qui n'avaient peut-être pas rêvé de vendre sur Facebook. En même temps, il fait de ces dames-là des partenaires d'affaires avec le fondateur de Facebook. Si à partir de mes likes et des commentaires sur ma page Facebook engrange de l'argent, moi aussi j'en vends et puis j'engrange de l'argent. Et donc c'est ça aussi le réseau social, l'usage qu'on va en faire. Et moi j'ai dit c'est un lundi,
c'est beaucoup d'espoir pour l'Afrique. Félicitations à M. Toby Irié et encouragement aussi à toutes ces personnes qui s'investissent dans ce domaine-là. Comme quoi, c'est un outil. Ce qui reste, c'est quel usage on va en faire. Et donc, je souhaite une très bonne semaine à tout le monde et un très bon lundi à tout le monde. Merci, Juge Bougma. Juge Va. Oui, merci, Président. Moi, mon avant-propos va concerner la Côte d'Ivoire avec un autre incident qui est arrivé. Il y a des soldats qui sont morts, 2, 4 blessés, lorsque leur engin est passé sur un autre engin, sur l'explosif. Et les blessés ont été vite évacués. Mais ça dénote de ce que il y a une zone ivoirienne qui commence à devenir très fragile. C'est celle qui est frontalière de la Côte d'Ivoire, donc celle côté nord de la Côte d'Ivoire. Et quand on regarde, depuis le 29 mars, en gros, ça fait quoi? La 4e attaque. Donc juste quelques 2 mois, donc on se rend compte que ça devient vraiment très préoccupant. Et ça me rappelle les propos du président de Faso Roch-Kaboré qui disait que c'est ensemble en tant qu'Africains on pourra seulement trouver la solution à ce qui est en train de nous arriver aujourd'hui. Et il avait même d'ailleurs pris pour exemple le caractère pernicieux de ceux qui nous attaquent et puis cet aspect là qui est celui de l'expansion et qui gagne aussi les terres ivoiriennes. Il ne faisait qu'introduire quelque chose qu'on savait fortement déjà, puisque la Côte d'Ivoire essuie depuis un certain nombre de temps de nombreuses attaques. Donc l'affaire devient sérieuse pour tout le monde et c'est vraiment dans une convergence de comment dire cela, d'une façon de donner une réponse de façon conjuguée qu'on pourra trouver donc quelque chose qui pourrait être le bout peut-être du tunnel, parce que ce n'est vraiment pas facile, quoi qu'on dise aujourd'hui. On se plaint quelquefois en interne de dire non, les solutions ne sont pas celles qu'on veut. On se dit bon, il y a des limites, mais la vraie limite, je crois que c'est le manque quelquefois de conjugaison d'efforts en la matière. Et je le répète encore, on ne peut pas concevoir que, par exemple, pour cette fois c'était un engin explosif, mais avant, je pense qu'il y avait 14 tués aussi d'une autre attaque dans laquelle les personnes qui seraient intervenues seraient venues du Burkina Faso. Pour le Burkina, quelquefois, on entend qu'ils viennent d'un autre pays, et ils viennent, ils frappent et retournent. Si on continue d'avoir des frontières aussi poreuses, et puis un manque d'intervention conjuguée, et puis orchestré de façon très intelligente, on aura ces personnes-là qui tireraient le meilleur parti de notre manque de synergie. Et ça sera encore difficile. Merci, messieurs les juges. Alors, votre avant-propos est une belle transition pour entrer dans le sujet qui nous retient aujourd'hui pour cette première convocation. Nous allons parler de lutte contre le terrorisme et la contribution des organisations de la société civile. Et je le rappelais en début d'émission, notre convoqué du jour est Madi de Edi, ou Madi de Gounguin, si vous voulez. Avec lui, nous allons parler aussi de son activisme politique. Comme je l'ai dit, vous avez mis en place une structure qu'on appelle On n'en peut plus, justement pour interpeller les autorités par rapport à la situation sécuritaire au Burkina Faso. Mais peut-être avant de rentrer dans le vif du sujet, nous allons parler généralité. Et je l'ai dit, vous êtes très actifs sur les réseaux sociaux. Beaucoup vous ont connu sous le nom de Madi de Gounguin, Madi de Gorba, Madi de Roch-Kaboré. Aujourd'hui, vous êtes Madi de Edi. Finalement, pourquoi ces changements de nom-là? Est-ce une inconstance ou bien c'est un choix pour marquer les réseaux sociaux? D'abord, je veux dire bonjour à Juge Va, je veux dire bonjour au juge Bougma. Voilà. Et pourquoi, pour répondre à votre question, je veux juste dire, au fait, le changement de nom, au fait, c'est, comme je l'ai toujours dit, c'est pour juste marquer, voilà, ma sincérité auprès de ceux que je suis engagé. Voilà, au fait, juste dire que quand je porte le nom Madi de Gounguin, bon, ça c'est vrai, j'ai commencé avec ce pseudo-là, c'est mon quartier. Voilà, et après, bon, j'ai pris le sobriquet de Madi de Gorba, bon, juste pour dire que je montre que je suis avec tel mentor. Après, Madi de Edi, bon, pour montrer que je ne suis plus avec Gorba, je suis avec Edi. Au fait, c'est juste pour montrer que, puisque aujourd'hui, quand vous regardez, beaucoup sont des Burkinabés qui ont des mentors, mais combien peuvent l'exprimer, combien peuvent aller attester à des gens que mon mentor c'est celui-là, alors que d'habitude, quand ils ne le font pas, souvent certains, c'est pour ça que certains souvent prennent mettent les mentors en conflit.
Moi, c'est une forme de sincérité pour juste montrer que c'est une étiquette pour moi. Quand je suis avec une personne, je suis engagé avec la personne. Logique que je ne serai pas avec cette personne, on sait que je suis avec une autre personne. C'est pour juste dire que quand j'arrive, chacun sait que c'est un élément de telle personne parce que je suis honnête dans mes positions. C'est juste une forme de sincérité. Quand on regarde aujourd'hui les noms que vous avez portés, c'est quand même des mentors qui pèsent sur la scène politique. On a parlé de Feu Salif Diallo, on a parlé de Roch Kaboré, aujourd'hui Eddie Komboego. Finalement, est-ce que vous n'êtes pas mal de celui qui donne de l'argent? Bon, ça c'est ce que pas mal de Burkinabés pensent, ça c'est vrai, ça je suis parfaitement d'avis sur des avis que chacun porte sur ma personne, mais je peux surtout vous garantir que si c'était réellement une question d'argent, je ne pensais pas que j'allais avoir j'allais quand même changer si rapidement de mentor. Voilà, vous avez si bien dit que mari de Roch, je suis passé à mari d'Eddie, mais donc c'est pour dire que pourquoi si c'était une question d'argent, pourquoi je quitte où il y a de l'argent, il y a tout, pour aller vers chez Eddie. Roch est président du FASO, pourquoi je ne reste pas avec Roch et puis c'est avec Eddie je vais? Non, c'est pas pour moi. Ceux qui ont cette idée sur ma personne, je pense qu'ils font fausse route. C'est aucunement une question d'argent. Okay. Voilà. Monsieur le juge, ma première question, vous avez un contentieux judiciaire, vous avez passé un mauvais quart d'heure à un moment donné dans un coin à Ouagadougou. Je voudrais savoir où se trouve aujourd'hui ce dossier. Je pense que vous faites allusion à l'agression que j'ai subie. Effectivement, il faut le dire parce que aujourd'hui le dossier est toujours en justice. Mais avant de rentrer dans le sujet de ce dossier, il faut dire que le dossier était d'abord à la gendarmerie nationale. Et moi, je peux aujourd'hui interpeller la gendarmerie parce que c'est comme si le travail était bâclé. Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'un dossier, avant d'être transmis à la justice, j'ai passé mon temps à faire la navette à la gendarmerie. Donc chaque fois que j'arrivais, je cherchais à comprendre pourquoi le dossier n'avançait. En quelque sorte, c'est moi, j'étais comme un catalyseur. C'est moi, je le poussais même à travailler. Et souvent, j'avais certaines informations sensibles. Par exemple, ceux qui m'ont agressé, ils ont approché un grand frère qui est de Wemtenga pour qu'il m'approche et me demandant qu'ils aimeraient me rencontrer pour me présenter des excuses. Ceux qui m'ont agressé, parce que selon leur dit qu'ils ne savaient pas que c'était moi. On les a payés pour faire un travail et comme ils ont su que c'est moi, ils ont agressé. Maintenant, ils envoient le grand frère pour venir me demander des excuses. Maintenant, j'ai pris cette information, j'ai donné à la gendarmerie. La gendarmerie n'a pas poussé l'enquête loin. C'est comme si, excusez-moi, c'est comme si on avait mis un pied sur le dossier. Donc il a fallu que je mette énormément de pression pour que c'est-à-dire le substitut du procureur puisse mettre la pression au commandant et qu'il puisse même boucler le dossier. Je ne connais même pas le contenu, qu'est-ce qui a été dit exactement. Et on puisse envoyer ça en justice. Arrivé en justice, le dossier est resté en justice. Il a fallu que je fasse la même navette. C'était chez le procureur, le substitut du procureur, qui a traîné pendant chaque fois je faisais la navette. Et à un temps, ils étaient obligés d'envoyer ça en instruction. En instruction encore, le dossier est bloqué. C'est-à-dire, chaque fois, il faut que moi je sois un catalyseur, sinon le dossier est toujours au même niveau. Donc aujourd'hui, le dossier est bloqué au niveau du juge d'instruction, excusez-moi. Et aujourd'hui, le juge d'instruction, quand je suis allé le rencontrer pour en savoir, puis c'est un dossier de 2019 qui est bouclé, on ne peut pas comprendre que le dossier ne bouge pas. Qu'est-ce qui bloque? Alors qu'on me dit que le dossier est déjà bouclé. Donc c'est pour dire que immédiatement on doit programmer le jugement. Qu'est-ce qui traite? Donc Maître Prosper Farman, qui est l'avocat qui m'assiste, voilà, a pris l'engagement d'aller cette semaine-là, aller comprendre
puisque le juge d'instruction me dit, au lieu d'envoyer ça en pénal, il faut envoyer ça en administratif. Moi, au fait, juridiquement, comme je ne suis pas du domaine, je ne comprends pas, mais mon avocat m'a assuré qu'il allait aller voir réellement ce qui ne va pas dans le dossier. Donc pour moi, aujourd'hui, je peux quand même décrier, c'est-à-dire ces institutions de notre pays-là, notamment la gendarmerie et la justice, qui réellement travaillent à ne pas rassurer les citoyens. Parce qu'aujourd'hui, quand vous voyez qu'un dossier traîne comme ça, c'est comme si on a mis un pied là-dessus, et vous voyez qu'il y a d'autres dossiers qui arrivent, et ça arrive après. Vous pouvez être de 2019, des dossiers de 2020, 2021 sont déjà programmés, jugés. Et pour vous, qui est bouclé depuis, on ne cherche pas à juger. Je me demande où on va. C'est pour dire que ça me motive aujourd'hui à faire quoi? Si aujourd'hui quelqu'un subit une agression, je vais dire à la personne de ne pas aller en justice, parce que si vous allez, il faut tout simplement répliquer. C'est le message qu'ils veulent faire passer. Vous pensez que vous êtes en train de payer pour votre activisme sur les réseaux sociaux? Je me dis c'est possible. Vous avez dit on a payé de l'argent des gens. Qui est ce on-là? Je ne vais pas donner le nom de la... Sinon, je peux l'exposer ici. Je n'ai jamais exposé la personne, mais je peux l'exposer ici. Vous connaissez la personne? Je connais très bien la personne. Au tribunal, allez-y. Voilà, je connais très bien la personne. C'est quelqu'un que je considérais avant comme étant un ami. Et comment il s'appelle? Vous voulez son nom? C'est qui? Vous voulez me pousser à donner son nom? Les téléspectateurs et les auditeurs n'entendent que ça. Ok. Tout savoir, nous sommes au tribunal. Ok. Donc, si vous voulez son nom, je peux dire que c'est un opérateur économique. C'est pas un nom. Il est dans le bâtiment, les routes, et il s'appelle tout simplement Cheikh Omar Bonkongo. C'est le nom que j'ai donné, parce que c'est lui qui a tout fomenté. C'est lui qui a recruté, avec son acolyte, qui ont recruté les jeunes là, mais celui-même qui a recruté les jeunes, lui, il a quitté le pays. Mais c'est-à-dire le fomenteur même principal est là. Et qu'est-ce qui bloque? Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que M. Bonkongo en veuille à votre personne? Au point de recruter des gens pour venir vous bastonner? C'est très simple. Je peux dire et confirmer que, au fait, je ne savais pas avant mon agression, puisque c'est quelqu'un que j'ai côtoyé 1, 2, 3 fois, que je considérais comme un ami, comme je l'ai dit préalablement, qui était parenté certainement à chose, comment il s'appelle, Mamadi Lamine Kwanda. Je ne savais pas qu'il était parenté à Mamadi Lamine Kwanda. Donc, du fait que Mamadi Lamine Kwanda, sur les réseaux, je peux dire, à travers la via presse, a eu à tenir des propos à mon encontre, m'accusant, pendant l'insurrection, d'avoir incendié les domiciles des tenants du CDP. Parce que pour moi, c'était inadmissible qu'il m'accuse alors qu'il n'a pas de preuves. Et aussi, en son temps, il m'avait dit, quand il avait fait la conférence de presse avec ses éléments, quand il était toujours du Congrès pour la démocratie et le progrès, il avait tenu des propos, soit, comme je l'ai dit, soit disant m'accusant, et aussi me disant que je faisais partie du bureau politique national du CDP, que je venais de démissionner du mouvement du peuple le progrès, le MPP, et je me retrouve aussitôt dans le BPN, bureau politique national. Parce que simplement il a vu un certain Redago Mohamadi et il a fait allusion à moi directement. Et c'est ce qui lui a poussé certainement à s'attaquer au nombre pléthorique de membres qui étaient passés à 1000, à plus de 1000, alors que ça devait être à 600. Alors que ce n'était pas moi. Donc moi, pour répliquer, j'ai juste pris une photo où je l'ai juste illustré sans même mentionner son nom. Et c'est juste quelques temps après que j'ai subi l'agression. C'est juste quelques temps après que j'ai subi l'agression. Mais c'est après, selon les informations que j'ai recueillies, que, au fait, ce monsieur, je peux le dire, était proche de M. Mamadi Lamine Kwanda. Je ne savais pas. Mais le lien de sang ne rend pas les gens coupables. Vous dites? Le lien de sang ne rend personne coupable de quoi que ce soit. Je suis parfaitement d'avis. Mais pourquoi je confirme? Parce que bien avant, je pense qu'avant mon agression, il a eu à me téléphoner, il a eu à m'appeler pour me dire d'arrêter d'attaquer
son oncle. C'est-à-dire que c'était quelques jours avant mon agression. Il c'est qui? Dites ça. Parce que vous avez cité un autre nom et puis vous dites il c'est qui? Monsieur le fomenteur, bien sûr. Je veux dire, monsieur Cheikh Omar Bonkourou a eu à me téléphoner parce que j'ai certains enregistrements et me dit d'arrêter d'attaquer son oncle. C'est ça que je lui ai demandé. Donc c'est ton oncle. Moi je ne savais pas que c'était son oncle. Mais j'ai dit alors, dis à ton oncle là d'arrêter de m'attaquer. C'est tout simplement ce que je lui ai dit. Est-ce que vous avez reversé tout cela au niveau de la gendarmerie? Oui, j'ai tout reversé. Mais pourquoi vous dites que c'est lui? Parce que vous avez dit de ne plus parler à son oncle, de ne plus attaquer son oncle, et puis vous également voulu dire à l'oncle de ne plus attaquer. C'est pas suffisant pour qu'il vous attaque. Pourquoi je l'ai dit? L'agression a été menée dans son entreprise. C'est lui-même qui m'a appelé un 1er octobre 2019, la veille de la rentrée, puisque la rentrée c'était le 2. Il m'a appelé dans un soir, je pense que j'étais dans un garage, j'étais en train de réparer mon véhicule. Il m'a appelé et il m'a dit qu'il veut me voir urgemment. Je lui ai dit pourquoi? Que de faire tout possible pour passer. J'ai dit non, actuellement je suis en train de courir je dois courir, je suis au garage même, je devais courir pour m'occuper des choses qu'on appelle des fournitures de mes enfants. Donc je n'ai pas trop le temps. Donc il m'a dit de grouiller venir et de passer avant elle. Bon, comme c'est un ami, j'ai dit ok. Donc j'ai pris immédiatement une moto et je suis allé. Donc arrivé maintenant, quand je suis arrivé, la porte était fermée. Il y avait les riverains, ses voisins qui étaient là. Donc immédiatement, mais avant de partir, il m'avait dit qu'il y a un monsieur qui va me contacter. Et quand il a raccroché, même pas 5 minutes, le monsieur effectivement m'a appelé de passer au bureau qui m'attend. Donc moi je suis allé. Donc arrivé, la porte était fermée. Je suis allé m'asseoir juste à quelques mètres de l'entreprise. Je me suis assis. J'ai juste pris un coca où une sucrerie était en train de boire. Et immédiatement, le monsieur, quand il est arrivé, je lui ai fait signe, il m'a appelé. Donc je lui ai fait signe que je suis là qu'il vient. Donc il m'a dit non, que de venir, on va rentrer à l'intérieur. Donc je dis ok. Donc j'ai même dit à, comment on appelle, la gérante de la buvette qui était là, de juste jeter un coup d'œil sur mon engin, que je ne vais pas tarder, j'arrive tout de suite. Il y avait même un commissaire à la retraite qui était avec nous, qui était là, avant qu'il ne vienne, on était en train de discuter comme ça, de la vie, discuter de tout et de rien. Donc j'arrive, je rentre, on ouvre la porte. On referme, donc celui qui m'accompagnait referme la porte derrière moi. Et immédiatement, il y a 2 personnes de Louba qui se lèvent. Ils avaient préparé des bâtons, c'était ce qu'ils devaient utiliser sur ma personne. Donc immédiatement, quand je suis rentré, pour moi, quand l'autre s'est mis derrière, les autres se sont, en plus la cour était un peu sombre, j'ai senti que je suis tombé dans quelque chose. Donc ils se sont approchés de moi, je tenais mes téléphones. Immédiatement, c'est le premier coup au niveau du ventre. Comme je me défendais aussi, ils ont vu que peut-être il faut utiliser d'autres moyens plus forts. Donc ils ont utilisé des battes. Et ça, moi aussi en me défendant, puisque quand on me battait, je n'ai porté aucun cri dans la cour. Parce que pour moi, il fallait résister. Ce qui a alerté les riverains, c'est au fait les coups. Puis je me suis démerdé pour revenir vers la porte. Arrivé, la porte était déjà fermée. C'est-à-dire celui qui m'a accompagné avait fermé la porte. Donc comme j'étais en train de tirer la porte, je bloquais les coups. Donc il a fallu maintenant que, en me tapant, puisque je feintais aussi, ça tapait la porte. Puisqu'on voulait simplement c'était pour m'assassiner, me liquider. Donc il a fallu trouver une stratégie pour quand même pouvoir sortir. Et j'ai eu la chance, il y a un riverain, comme ils ont été alertés par les coups, puisque quand ça tapait la porte, ça faisait un moment de bruit, un est venu pousser la porte. Et ce qui a fait que je suis sorti. Quand je suis sorti, qu'est-ce qu'on dit? C'est un voleur. Il voulait même m'achever. C'était pour m'achever. Voilà, donc voici le calvaire que j'ai vu. Mais ce que je ne comprends pas, vous dites à un moment donné, c'est un ami. Et
vous dites c'est un ami. Bien sûr. C'est un ami. Et ce qui m'étonne encore plus, c'est que dans ce que vous relatez, l'amitié doit être tellement forte que quand il vous appelle, vous laissez vos obligations, voiture à réparer, ce qu'il faut payer pour les enfants parce qu'il y a la rentrée, vous dites que c'est la veille, et vous allez vous enfourcher une moto. Il faudrait que vous soyez vraiment amis pour faire ça. Bien sûr. C'est ce que j'ai dit. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Non, au fait, j'ai dit c'est un ami. C'est comme vous côtoyez quelqu'un. C'est quelqu'un que j'ai. Et en plus, il vous a menacé quelque temps avant. Hein? Oui, quelques jours. Non, c'était. Il m'a menacé, mais moi je n'ai pas pris ça comme étant. Moi je n'ai pas pris. C'est ce qui fait que je suis tombé dans le piège. C'est comme on le dit dans la vie. Votre ennemi ne va jamais vous avoir, c'est toujours vos amis qui vous gagnent. Mais vous tentez de vous abattre dans son lieu de service, c'est quand même un peu fort, non? Oui, mais ça c'est parce que j'ai pu sortir. Si j'avais pas pu sortir, on allait me retrouver peut-être dans un sac à Tanguay, dans le barrage de Tanguay. Est-ce qu'on allait faire le lien que je suis venu là-bas? Puisque quand je partais, qui était au courant? D'accord. Ok. Juste pour moi, ça suscite un commentaire parce que c'est quand même fort. C'est une affaire qui avait été suivi avec émotion sur les réseaux sociaux quand on a vu Monsieur Drago méconnaissable dans les locaux de l'hôpital, attendant effectivement les soins et tout. Bon, et c'est une affaire que beaucoup avaient suivi avec attention. On attendait le dénouement. Jusqu'à présent, ce n'est pas dénoué. C'est pourquoi j'ai posé la question pour savoir aujourd'hui où en est le dossier, parce qu'il dit qu'il connaît les personnes qui l'avaient fait. Donc je pense que là, c'est chose faite. Si vous permettez, moi je vais poser une autre question. L'autre question, c'est que vous êtes rentré de l'international, si j'ai bien suivi vos différentes sorties pour rejoindre les rangs du MPP. Bon, ça n'a pas marché, vous n'êtes pas reparti à l'international, vous êtes resté. Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, je peux dire avant de... C'est vrai, j'ai été recruté ici, puisque avant d'être recruté au Burkina, je travaillais comme délégué médical ici, avec une agence ici de promotion pharmaceutique. Donc j'ai postulé à l'international, effectivement, une société tchadienne, c'est-à-dire qui représente une des firmes françaises, américaines, hollandaises, allemandes, m'a recruté en tant qu'applicateur en microbiologie et responsable commercial. Donc je suis allé travailler. Bon, c'est vrai, j'avais signé un contrat de 5 ans. Et je suis allé. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Bon, au fait, quand je suis allé au Tchad, précisément à Djamena, j'ai fait que peut-être 5 mois. Peut-être, oui, 5 mois que j'ai fait. Et je pense que je suis rentré au pays, tout simplement parce que, en fait, avant de partir, j'étais militant du MPP. J'étais vraiment un homme, j'étais très convaincu quand j'ai adhéré au MPP, parce que je faisais partie des premiers à implanter le parti dans ma commune. Voilà, des tout premiers, puisque j'étais le point focal, plus avant que le parti ne grandisse. Le parti avait désigné des points focaux pour quand même représenter le parti dans ces zones et procéder réellement à ce que le parti s'enracine dans les zones. Donc moi je faisais partie au niveau de la commune de Poix, j'étais le responsable là-bas. Donc j'étais réellement convaincu. Mais quand j'ai été recruté, je suis parti. Pour moi, j'avais toujours l'envie de toujours revenir faire quelque chose. J'avais demandé une permission à la société pour venir battre campagne. Au fait, je n'ai pas démissionné. C'est une erreur de jeunesse. C'est une erreur que peut-être toute autre personne qui suit mon histoire, connaît mon histoire aussi, peut commettre ou peut-être peut aussi faire ou qui a peut-être fait. J'aurais dû peut-être repartir, c'est vrai, mais je suis resté parce que c'était un responsable dont je peux donner certains noms, puisque je les ai appelés avant de venir. C'est eux qui m'ont rassuré de venir. Aujourd'hui, c'est le responsable du MPP. Certains sont députés, certains sont ministres. Alors que c'est eux, certains sont des conseillers spéciaux du président. On peut avoir des noms? Je donne toujours des noms. Vous avez décidé à faire un grand déballage? Oui, bien sûr, moi je donne toujours des noms.
avant de venir, je pense, j'ai appelé des gens. Je peux d'abord citer, depuis, certains vont se rappeler du numéro 235 et autres, je ne me rappelle pas de la suite, plus 235 et autres, qui recevaient permanemment les appels sur les téléphones. J'appelais, j'appelais Zagré, le directeur de cabinet, depuis Djamena. Avant, je les appelais, et c'était les responsables de notre province. J'appelais également Moussé Abdoulaye. J'appelais également Raketa, qui est conseillère du président aujourd'hui. Donc vous voyez, voici des noms. Et ils peuvent attester. Voilà, ils peuvent attester. Vous les appelez pourquoi? Non, je les appelle. Moi, j'ai appelé pour montrer que comme j'étais le point focal, pour montrer que effectivement, je suis de cœur avec eux, mais que je vais revenir battre campagne auprès d'eux. C'est ce que je disais. Mais je vais revenir battre campagne auprès d'eux. C'est ce que je disais avant de venir, parce que je ne pouvais pas venir comme ça, sans quand même avoir un minimum de trucs, comme on appelle, d'assurance, pour que lorsque je vais venir, je puisse aussi contribuer. Parce que pour moi, il ne suffit pas seulement de venir, mais il faut venir aussi contribuer à la victoire. Et c'est ce que j'ai fait. Demander une disponibilité au patron qui a été accordée juste pour 2 mois. Et je suis venu pour battre campagne. Alors que normal, c'est pas normal. Je venais d'être recruté, même pas une année, et je décide de demander. Vous voyez que matière de trucs, c'est pas normal. Mais j'ai négocié comme monsieur, le patron était quelqu'un de très compréhensif. Il a accepté et il m'a laissé venir. Voilà, donc j'ai passé l'intérim à quelqu'un et je suis venu. Donc arrivé, c'est comme je l'ai dit, hein, c'est des erreurs de jeunesse. Voilà, on a battu conformément. Avant de battre, je peux dire que bon, il y a eu le coup d'État, puisque la campagne devait s'ouvrir, et il y a eu le coup d'État. Je peux dire que c'est le coup d'État qui a peut-être bouleversé un peu tout. Sinon, normalement, après la campagne, moi je devais repartir. Mais comme le coup d'État a été fait, et qu'ils ont reprogrammé maintenant la campagne, moi, mon délai, c'est-à-dire qu'on m'avait donné, était déjà arrivé, donc il fallait que je reparte. Donc maintenant, j'ai attrapé Moussé Abdoulaye, ça je le dis. On était en pleine tournée avec son équipe. Il lui a demandé, mais il dit, leader, avant qu'il ne soit député, il dit, bon, moi, vous savez, moi j'avais demandé une disponibilité, je devais repartir. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Actuellement, on est en pleine tournée. On est en pleine tournée, puis on avait un minibus qui était dans le convoi du président, où le président partait, nous, on faisait de l'animation politique nocturne, souvent jusqu'à 4h, 5h du matin. Ils peuvent tous attester. Pathé fait de l'animation politique. On ne dormait pratiquement pas. On était très efficace sur le terrain, parce qu'ils avaient une stratégie bien définie et très claire. Mais aujourd'hui, on m'a dit de rester. Aujourd'hui, chacun où il est. Donc, après la conquête du pouvoir, on vous a oublié. On nous a oublié. Vous attendez un retour pour vos investissements, c'est ça? Non, pas un retour sur l'investissement. Pas forcément un retour sur l'investissement. Mais on nous a dit. Vous attendiez quoi? Oui, mais écoutez, quand vous faites c'est-à-dire le pouvoir se conquiert. Quand le pouvoir se conquiert, c'est pour dire qu'il y a quelque chose que il y a un gâteau à partager. C'est pas un gâteau à partager, c'est pour dire oui, si vous voulez, c'est la plupart des produits. C'est pas moi qui veux, hein. En fait, c'est vous qui avez du mal à l'assumer, en fait. Ok, donc je l'assume, je l'accepte. D'accord. Il y a un gâteau à partager. D'accord. Il y a un gâteau à partager. Vous avez été l'oublié de ce partage-là. Okay. C'est comme ça que vous concevez la politique? Non, c'est pas comme ça que je conçois la politique, puisque c'est vous qui m'avez poussé à le dire. Je suis en train de dire, on m'a dit de rester. Vous cherchez vos mots, je vous ai juste aidé à affirmer ce que vous aviez. Moi, depuis, je n'ai pas posé de question. On va permettre à Juge de poser sa question. Parce que depuis, on est dans les généralités. Hein. C'est vrai que le personnage en lui-même fait que des généralités, on pourrait faire toute une émission avec. Moi, je voulais revenir sur une première question que le président posait, qui pour moi était très intéressante, sur la question de Madi 2. Oui. Et à un moment donné, vous parliez du mentorat. Vous avez dit c'est vos mentors. Vous savez, pour paraphraser un peu, Estelle Johnson disait dans Réussite là qu'un mentor c'est un genre de garde-corps qui vous protège, qui est là avec vous, qui vous guide. C'est ça un peu un mentor, c'est ça le mentorat. Mais comment vous vous trouvez à avoir des mentors qui soient en clivage de vision et tout. Vous dites c'est vos mentors. C'est-à-dire que dans votre évolution,
dans votre mentorat, il n'y a pas de logique. Vous êtes avec des gens aujourd'hui qui sont en opposition et vous avez un mentor qui est celui-ci aujourd'hui, un mentor qui est celui-là demain, un autre mentor qui est celui-là demain. Et le mentor, c'est d'ailleurs celui qui vous protège, c'est celui qui vous guide. Alors que Madi 2, quand il met un nom, c'est lui qui devient le protecteur du nom qu'il a mis. Contre tout vent et marée. On peut vous relire sur les réseaux sociaux. Quand vous protégez quelqu'un, c'est contre tout le monde. Ouais. Tout le monde prend pour son grade, y compris le mentor de demain. Quelle logique il y a? Ou bien vous avez une plume qui est... En fait, pour répondre à votre question, vous dites que moi je dis personnellement que j'ai un mentor. Normalement, le mentor, effectivement, doit être là pour... Normalement, on doit suivre les pas d'un mentor. Le mentor doit nous guider. Ce qu'ils font d'ailleurs, ils nous guident. Mais il ne faut pas oublier aussi que quand les mentors nous guident, nous avons aussi le droit aussi de faire de sorte que les intérêts du mentor aussi ne soient pas aussi lésés. C'est ça aussi. Sinon, à quoi sert d'avoir un mentor? C'est vrai, le mentor, il a un rôle qu'il joue, mais nous aussi, nous avons aussi une obligation aussi de jouer ce rôle-là. De le protéger sur les réseaux sociaux, par exemple? Pas forcément sur les réseaux sociaux. C'est pas forcément sur les réseaux sociaux. Il y a des mentors, par exemple, qui dans le social, avec qui tu accompagnes chaque fois. Tu vas mener des actions pour son image, etc. C'est ça. C'est pas forcément seulement sur les réseaux sociaux que nous agissons. Nous agissons aussi également dans du concret, puisque le social, les réseaux sociaux, c'est du virtuel. Voilà. Donc, je suis parfaitement d'accord avec vous. Ok. Alors, vous avez décidé de quitter le virtuel pour des actions beaucoup plus concrètes sur le terrain en créant un mouvement. Alors, le nom de ce mouvement-là, on l'a rappelé, c'est On n'en peut plus. Alors, vous avez animé un point de presse, c'était le 9 juin dernier, où vous avez pris position au lendemain de l'attaque de Solan. Vous estimez qu'il faut de nouvelles façons de faire et vous allez même beaucoup plus loin en demandant la démission du Premier ministre et du ministre en charge de la Défense. Finalement, c'est qui parle? C'est Eddy, l'acteur politique, c'est celui qui est au niveau des OSC. Finalement, est-ce qu'on a du mal, est-ce qu'on arrive à vous suivre? Parce que votre crédibilité aussi est en jeu. En fait, je l'ai toujours dit, soyons vraiment posés. Je vais réellement répondre à cette question de façon claire. Quand je dis, au fait, je suis dans le cadre OSC. Le fait d'être dans le cadre OSC, ça n'a rien à voir avec ce que je fais en politique. Voilà. Comment on arrive à dissocier tout ça? Comment on arrive à l'intérêt politique, demander la démission d'acteurs politiques, des gens qui sont aujourd'hui dans l'exécutif? Bien sûr. Au fait, juste pour dire qu'aujourd'hui, quand vous regardez, pour montrer que je ne suis pas, il n'y a pas une main derrière le mouvement, aucune main n'est derrière le mouvement, c'est juste pour dire que aujourd'hui, quand vous regardez, même le chef de file de l'opposition, pour moi, il ne joue pas son rôle. Votre mentor Eddy, il ne joue pas son rôle. Il faut qu'on le dise haut et fort. Il ne joue pas réellement son rôle. Quel était pour vous son rôle? Son rôle, au vu de la situation, normalement, le chef de file de l'opposition doit mener des actions très fortes, plus fortes que ça. Qu'est-ce que vous attendez? Action forte pour moi, mais écoutez, en 2000, avec l'avènement, quand Zef est venu prendre le CFOP des mains de Maître Sankara, mais vous voyez les actions qu'il a menées. Il faut mener des actions de terrain. Aujourd'hui, on ne peut pas rester là à organiser des conférences de presse et vouloir que les décideurs, les pouvoirs publics, ceux qui nous gouvernent actuellement, changent. Il faut faire quoi? Il faut faire des descentes. Où ça? Descente où? Comment? Mais attends, il y a des actions qu'il faut mener, des actions de terrain. Il faut être précis. Descente, des marques de protestation. Oui, il faut demander par exemple comme vous la démission du Premier ministre, la démission du ministre de la Défense, c'est des choses comme ça que vous attendez. Nous ne sommes pas dans un état normal. Si nous étions dans un état normal, nous-mêmes, mouvement, on n'en peut plus, ne devait même pas organiser une conférence de presse pour réclamer la démission du Premier ministre ou du ministre de la Défense. Qu'est-ce qui fait que vous dites que nous ne sommes pas dans un état normal? Nous ne sommes pas dans un état. Pourquoi je l'ai dit, nous ne sommes pas dans un état normal? Parce que si nous étions dans un état normal, en temps normal, après l'attaque
de Solan, normalement, les autorités actuelles sécuritaires et, je sais pas, politiques, devaient quand même expliquer au peuple burkinabé réellement le déroulé des faits. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Ça, c'est un. Deuxièmement, nous ne sommes pas dans un état normal parce que il y a défaillance. Qu'est-ce qui n'a pas marché? C'est-à-dire n'a pas bougé. Il y a une défaillance quelque part. Sinon, on ne peut pas comprendre que selon soit à 12 km ou à 15 km de Seba, où est implanté un camp qui attend le coup de feu, qui est peut-être à 5 minutes ou à 6 minutes de route pour rejoindre cela. Et on laisse pendant 2h du matin à 5h du matin, on est là, on attend le coup de feu, on massacre les populations et les gens sont inertes. On ne peut pas aussi comprendre que aujourd'hui, il faut situer, c'est-à-dire il faut situer les responsabilités. Et il faut sanctionner. C'est pour ça que nous demandons la démission du Premier ministre. Si on était dans un état normal, ça devait suivre comme ça. Alors, donc, est-ce qu'on pourrait s'attendre également à ce que vous demandiez des comptes au chef de file de l'opposition? Parce que vous prenez M. Diabré qui a remplacé M. Maître Sankara, mais qui n'était pas, et qui allait à une autre vitesse, mais qui n'était pas dans c'est pas dans le même contexte aujourd'hui, parce qu'en son temps, le combat principal de l'opposition, c'était contre la révision d'un article 37 et contre quelqu'un qui a duré au pouvoir et qui voulait rester par tous les moyens. Donc, le contexte n'était pas les mêmes, et puis il y avait d'autres forces qui étaient là effectivement, mais on a vu qu'en 2015, après les élections de 2015, comment est devenue l'opposition, un seul meeting en 2017, parce que 2016 l'opposition était restée silencieuse, observant. Elle a fait 1 an avant d'organiser le tout premier meeting à la Maison du Peuple. Après c'était une marche meeting et ça s'est arrêté là. Et donc et même là, et c'était aussi M. Diabré qui était toujours chef de file de l'opposition. Donc là aussi, c'est pas loin, et les conférences de presse étaient maintenant le mardi. C'est pas loin aussi de ce que nous voyons quand vous comparez les deux. Il ne faut pas oublier également de contextualiser. Alors aujourd'hui, le contexte est tel que pour vous, M. Kombogo doit commencer effectivement des marches meetings, parce que maintenant, pour dénoncer quoi? Ou bien pour dire quoi? Mais écoutez, les faits qui ont été reprochés, à part l'article 37 au régime Compaoré, mais ce sont ces mêmes faits-là qui sont là actuellement, et sous une pire des formes. Quand vous regardez aujourd'hui, qu'est-ce qui a réellement changé? La corruption existe toujours. On n'a pas dit qu'on peut carrément éradiquer la corruption, mais on peut quand même faire de sorte qu'elle soit amoindrie. Quand vous prenez par exemple la sécurité, sous l'air Blaise, on n'a pas connu ça. On a procédé à un démantèlement, c'est-à-dire d'une force spéciale qui était le RSP, sans même passer peut-être à mettre ou à réorganiser le RSP. On a jugé bon de l'anéantir, qui a été une erreur stratégique aujourd'hui que nous payons dur aujourd'hui. C'est vrai. Le RSP, c'est une force qui était autrefois, c'est-à-dire sous Blaise, accusée de tout, d'exactions extrajudiciaires, d'ingérence dans les conflits dans la sous-région, etc. Mais il ne faut pas reconnaître que c'était une force qui était aussi là pour contrer dans l'ombre que dans la lumière beaucoup de choses qui devaient se passer au Burkina qui ne se sont pas faites. On a démantelé le RSP et aujourd'hui on organise, le pays du Faso installe une nouvelle force, c'est-à-dire c'est une forme de RSP qu'il ramène. Mais vous-même, vous faites partie de ceux qui ont poussé à démanteler le RSP, M. Ouedraogo. En son temps, vous pouvez confirmer cela? M. Ouedraogo, vous avez dit qu'il y a eu le coup d'État en suivant sur les réseaux sociaux. Par rapport aux positions qui avaient été prises, comment on appelle ça, contre le RSP, vous avez assumé vos positions en son temps. Maintenant, si vous faites partie de ce lot de Burkinabés qui reconnaissent qu'il ne fallait pas aussi, là, c'est aussi d'avoir le courage de dire qu'en son temps, nous avons validé, mais on a commis une erreur. Je pense que s'en prendre à ceux qui l'ont fait, alors que les bras aussi de l'homme qui ont poussé, vous faites partie. Oui, c'est ça que je dis, nous avons commis une erreur. Nous avons commis une erreur. Voilà, et c'est l'erreur-là que nous payons aujourd'hui. On aurait dû, avant de peut-être démanteler cette force spéciale-là, de peut-être on pouvait même réaménager la force
Aujourd'hui, nous payons. Aujourd'hui, on crée une nouvelle force. Combien de temps il faut prendre? Ou bien ce sont les anciens éléments du RSP que nous allons prendre pour réorganiser cette force spéciale. Alors, vous voyez que vous demandez des têtes, vous demandez la démission du Premier ministre, vous demandez la démission du ministre en charge de la Défense, et vous allez plus loin, vous proposez même des noms. On a entendu Auguste Denis Barry, va parler de Djendjéré pour revenir aux affaires. Alors, selon vous, la question du terrorisme aujourd'hui se résume à une question de personnes? Pour moi, en fait, c'est pas forcément une question de personnes. Nous, on a dit, à travers notre mouvement, on n'en peut plus. On peut, puisque certains ont déjà montré leurs limites. Bouddha gérait la sécurité. Monsieur le ministre Bouddha, il a été démis. On a amené, Chérif Sy a été proposé. Aujourd'hui, il a montré ses limites. Pour nous, pourquoi ne pas confier la sécurité, c'est-à-dire la défense de ce pays-là, à des gens avertis, des gens qui maîtrisent le domaine? Parce que là, on prend, quand vous prenez Bouddha, que vous prenez Chérif Sy, ce n'est pas des militaires, c'est des gens qui n'ont pas fait d'école de guerre ni d'école de commandement. C'est juste simplement on les a pris parce que certainement on veut qu'ils viennent jouer ce rôle de bon manager. Ils viennent manager peut-être les gens, réunir les gens pour un objectif commun. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est Donc il faut un militaire au ministère de la Défense. Il faut un militaire au ministère de la Défense. Un militaire qui est un bon leader, qui est un bon manager, qui peut réellement éviter qu'il y ait, par exemple, la division, éviter qu'il y ait des bruits, afin de permettre à ce que les objectifs soient clairs, c'est-à-dire communs, et ils puissent avancer. Aujourd'hui, on ne peut pas se fixer un objectif, dire bon, voici, il faut qu'on éradique le terrorisme, et puis nous-mêmes responsables, on ne s'entend pas. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on paye le prix des attaques là. Parce que quand il y a attaque, les militaires postés demandent, mais il faut qu'ils attendent un coup de fil. C'est ce que nous avons comme information. Ils attendent un coup de fil. De qui et de pourquoi faire? Ils sont là-bas pourquoi? Pour moi, il y a un problème au niveau de la chaîne de commandement. D'accord. Juge Va. Je vous écoute avec beaucoup d'intérêt, mais à un moment donné aussi, moi, il y a quelquefois des lectures qui me dérangent un peu. Lorsqu'on compare peut-être la période Blaise Compaoré vers sa fin et puis celle d'aujourd'hui. On sait un peu ce qu'on subit aujourd'hui, de quoi c'est l'onde de choc. C'est bien de ce qui s'est passé en Libye avec tout ce qu'il y a comme avatar et tout. Quand on dit onde de choc, c'est un process T plus 1 et tout. Ce qu'on a ressenti avec Blaise Compaoré n'était que le début de certaines choses. Et puis, il y a cette autre réalité, c'est que si on voulait prendre du point de vue géostratégique, du point de vue de ce qu'on a dans notre espace, il y avait un monsieur comme Blaise Compaoré qui, je ne dirais pas qu'il n'était pas, qui était à la base de certains problèmes d'à côté, mais en tout cas qui n'était pas étranger, Ça, c'est une donne qui est très importante. Donc, quand on veut faire une comparaison, pour moi, sans tenir compte d'un certain nombre d'éléments, je trouve que c'est un peu facile. Il y a un contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui, même quand vous prenez le cas du Mali, sous Blaise dont vous parlez à un moment donné, la réalité du terrorisme n'est même plus la réalité que nous avons aujourd'hui, où des groupes se sont par moments affirmés en tant que terroristes, des autres en tant que revendiquant une partie de territoire ou quoi que ce soit. Donc je veux dire que les réalités sont vraiment pas les mêmes. Est-ce que rappeler une certaine ère, c'est pas se tromper? Parce que tout à l'heure vous disiez, sous Blaise on n'a pas vu ceci, on n'a pas vu cela. Est-ce que c'est pas se tromper des fois? Mais au fait, si vous voyez que nous tenons ces propos, nous voulons que ceux qui géraient avant puissent peut-être venir reprendre peut-être certainement les choses. Mais qui n'ont pas fait face à la même réalité, c'est ce que je veux dire. Mais attendez, vous pensez que les armes seulement peuvent résoudre un conflit? Les armes peuvent apporter la paix? Ça, c'est notre débat. Vous êtes sur les solutions d'hommes. Okay. Et vous, j'ai l'impression que vous avez le regret d'un passé. Vous parlez de Djendjéré, c'est pour ça que je dis que vous êtes dans des solutions d'hommes. Voilà pourquoi je pose la question. Ou même vous pensez que dans ceux qui ne sont pas en prison, mais dans ceux qui n'ont pas de problèmes aujourd'hui, qui sont dans notre armée, il n'y a pas de compétences? Non, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas de compétences. J'ai juste proposé des noms. Puisqu'on m'a demandé, j'ai proposé des noms. Pourquoi ne pas mettre à contribution ces personnes? Ça ne coûte rien de mettre ces personnes en contribution. Parce que l'objectif, aujourd'hui, les Burkinabés veulent simplement quoi? La paix, la sécurité.
pour pouvoir vivre dignement. C'est tout ce que je réclame. Juge Bourma. Alors, vous projetez de marcher avec votre mouvement, on n'en peut plus. Alors, donc, ce que le chef de file de l'opposition ne fait pas, il le fait par ses phalanges. Bon, ça c'est vous qui le dites. C'est une question que je pose. Ok, ça c'est vous qui le dites. Sinon pour moi... Parce que ici, celui que je vois qui organise cette marche, c'est le militaire du CDP. Et c'est Madi de Edi. Au fait, j'ai répondu à une question bien avant. On m'a demandé s'il y a une mainmise là-dessus. Quand vous voyez Edi, vous pensez si je marchais pour Edi, ce mouvement marchait pour Edi, j'allais m'asseoir pour dire que le chef de file de l'opposition ne joue pas son rôle? Monsieur Ouedraogo, vous êtes un homme politique. Non, écoutez, donc ça dit que ce discours où on s'arrange là aussi, ça aussi il est connu. Mais en même temps, il y a aussi votre personne, multicasquette, passé par-ci, changement de mentor par là, à la fin qui dit qu'il n'en peut plus. C'est vous qui n'en pouvez plus, mais vous voulez embarquer des gens dans quoi qui n'en peut plus. Est-ce que ça va peser comme parole? Ça va peser comme parole, bien sûr, ça va peser comme parole. Aujourd'hui, c'est au vu de la situation que le mouvement a décidé c'est-à-dire on a mis ce mouvement en place. C'est une auto-organisation. C'est pas quelqu'un, comme je l'ai dit, c'est pas quelqu'un qui est... Financé par qui? Pas financé par personne. Ou bien c'est vous-même qui assurez le financement? Pour le moment, oui, mais financé par personne. Mais vous êtes une personne. Vous dites que c'est une auto-organisation, si c'est un autofinancement aussi, il faut le dire parce que dans l'univers des OSC, quand l'insurrection, mouvement spécifique, voilà, tendance mouvement spécifique, c'est comme ça. Chaque parti politique a son OSC ou a ses OSC. Donc, voilà, mais la question que je pose, si c'est un autofinancement, il faut nous dire que c'est un autofinancement. Pourquoi vous êtes peur de le dire? Bien sûr, pourquoi? Je l'ai dit, j'ai dit pour le moment. C'est pour dire que c'est parce que ça ne va pas continuer. Comme vous avez l'habitude de donner les noms, qui sont ceux également qui sont avec vous dans le mouvement? Bon, pour le moment, c'est vous voulez des noms? Oui, bien sûr. C'est ce qu'on a demandé depuis le début. Avant de donner des noms, vous avez bien des questions. Hein? Après les questions qu'on vous pose. Bon, pour le mouvement, je peux dire, je ne vais pas donner de nom pour le moment. Cette fois-ci, pourquoi? Non, je ne vais pas donner, puisqu'on est en train de se... C'était la question la plus facile d'ailleurs. Alors que c'est la première. Je veux dire que si vous... En fait, à partir de nom, on peut savoir... Et cette nombre de choses, c'est ce qui vous dérange. Sinon, c'est pas le nom qui vous dérange, c'est pas dire le nom qui vous dérange. C'est pour dire que... Parce qu'à partir du nom, peut-être des choses peuvent ressortir que vous ne voulez pas. Sinon, moi, je ne vois pas que c'est tout le problème. Non, mais vous êtes avec des gens, vous travaillez ensemble, vous ne pouvez pas vous dire qui je travaille avec. J'ai dit, ces personnes, il faut savoir, bien avant, le mouvement était fait pour être lancé en J. Le mouvement, ce qui a précipité le mouvement, le lancement du mouvement, via sa conférence de presse du 9, c'est tout simplement la situation de Solette. Puisqu'on ne pouvait pas rester quand même indifférent. C'est ça qui a précipité. Sinon, j'ai dit, le mouvement devait être lancé, on est en train de s'organiser. Donc pour le moment, je peux dire, je ne suis pas en mesure de donner des noms, mais je pense qu'à travers un point de presse, d'ici juillet, on pourra donner des noms. Mais ils sont tous du CDP? Non, ils ne sont pas du CDP. Ils ne sont même pas CDP. Juge va. Oui. C'est pas des militants du CDP. Madi de Edi qui est si courageux pour donner des noms même dans des affaires qui sont en justice et qui, pour des questions de conjugaison de conviction, n'arrive même pas à donner quelques noms. Moi, je trouve ça quand même un peu bizarre. Et puis, Madi de Edi, bon, ça c'est aujourd'hui, on vous a vu démissionner avec fracas en 2018, non? Du MPP. Et ralliant avec beaucoup de bonheur et de joie, parce qu'on se rappelle de ce point de presse là, le CDP, donc ça veut dire avec point de presse à l'appui, c'est-à-dire que c'est même pas passé dans le grand rassemblement et point de presse à l'appui, et aujourd'hui qui vient faire des mouvements sous la coupe OSC. Qu'est-ce qui ne marche pas au sein du parti pour que vous veniez faire ça sous aussi? Mais là-bas, là, ça ne peut pas prospérer, ou bien ça n'aura pas le même gage. Et on préfère prendre la cassette, m'a dit de ça, là, on dépose, puis on prend l'autre, m'a dit de quelque chose, on vient, on dit que non, ça c'est l'organisation de la société civile. Est-ce que c'est crédible? Pourquoi pas en tant que parti? Pourquoi? Au fait, comme je l'ai toujours expliqué, j'ai toujours précisé, il faut faire la part des choses. J'ai dit simplement, je suis du CDP, c'est vrai. Ayant démissionné avec tes membres,
du MPP. Aujourd'hui, j'ai décidé je suis CDP, mais ça ne m'empêche pas, il n'y a pas une disposition qui m'empêche de ne pas de ne pas militer dans une OSC. Il n'y a pas une loi qui me l'empêche. Je suis simple militant du CDP, je suis membre exécutif d'une OSC. Donc, rien ne m'empêche de continuer ce que je suis en train de faire. Sinon, dire que pourquoi là, non, au fait, c'est pour dire, c'est parce que la situation nationale nous préoccupe. J'ai dit crédibilité. La crédibilité, c'est loin de. C'est pas forcément si loin que ça. La crédibilité, il y a quelque chose de légitime dedans, moins de légal. Vous parlez de légalité, moi je suis en train de parler de crédibilité, de légitimité, d'éthique. Au fait, c'est ça que je suis en train de vous expliquer. J'ai juste dit, aujourd'hui c'est ce qui m'a poussé à aller en OSC, parce que quand on regarde la majorité des OSC qui se sont illustrés, c'est-à-dire avant l'insurrection, jusqu'à après l'insurrection, au vu de la situation, vous avez remarqué que la majorité des OSC, on ne sait même plus où ils sont passés. Puisqu'on ne peut pas quand même vivre cette situation sécuritaire-là, et des OSC sont là, ne se prononcent pas là-dessus. Avant, quand il y avait assassinat, où il y avait, je ne sais pas, des malversations, on voyait des OSC bouger de partout pour interpeller. Le rôle des OSC, c'est quoi? C'est de jouer le médiateur entre les populations et les pouvoirs. C'est d'influencer les pouvoirs pour avoir un résultat. Moi, le rôle des OSC, c'est ça. Mais on a mis le mouvement en place pour influencer ces pouvoirs publics-là, afin qu'ils aient un regard beaucoup plus sérieux sur la sécurité. Aujourd'hui, quand nous prenons, on nous propose quoi? En lieu et place d'actes concrets, on nous propose du quoi? Du populisme seulement. Merci. De la provocation. Merci Mohamed Ouedraogo. Nous sommes au terme de cette émission. En tout cas, ce temps d'antenne nous a permis d'avoir ce que vous proposez comme solution en termes d'offres sécuritaires, aussi votre avis sur la gestion de la crise sécuritaire qu'on connaît au Burkina Faso. Je rappelle que vous êtes très bien connu sous le sobriquet de Madi de Gounguen, Madi de Eddy, Madi de Rock, ça c'était avant. En tout cas, merci d'être passé. Merci aussi, messieurs les juges, pour ces différentes clés de lecture et apports pour cette convocation. On va se donner rendez-vous demain pour la même mission, poser un regard critique sur l'actualité. Mais en attendant, restez fidèles aux médias leaders, True TV, Watt FM.